Une plénière de clôture sur un thème suggéré par Emmanuel Delannoy, que je vais présenter dans une seconde, mais que vous connaissez déjà pour certains d'entre vous. On a beaucoup parlé d'innovation technologique et industrielle inspirée du vivant. Et si ça profitait aussi au vivant? Et si ça profitait aussi à la biodiversité? C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a pas d'innovation bio-inspirée sans biodiversité préservée. Et donc, pour cette table ronde qui sera animée par Emmanuel Delannoy, alors à divers titres pour Emmanuel, en tant que directeur et fondateur d'Inspire, ou co-fondateur sans doute. Également parce que l'Institut Inspire est un des membres fondateurs du CEBIOS, et donc présent depuis l'origine de ce projet. Et puis, troisième casquette, parce que, Emmanuel, tu as une lettre de mission confiée par Ségolène Royal pour essayer de faire un bilan et trouver des pistes de développement en matière d'innovation, d'emploi et de biodiversité. Et pour cette table ronde, on a la chance d'avoir des représentants à la fois du monde institutionnel et public et puis du monde industriel, avec Guillaume Lecointre du Muséum national d'histoire naturelle, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Alors Gauthier Chapelle s'excuse, pardon, ça sera l'absent de cette table ronde, il a eu un empêchement. Jean-François Sylvain, président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Audrey Corot, chef de projet sur cette nouvelle entité qui s'appelle l'Agence française pour la biodiversité. Je dis nouvelle parce qu'elle est issue du projet de loi biodiversité. Donc vous allez nous dire un petit peu et dire à Emmanuel comment ça va s'organiser. Et puis Sylvie Bénard, directrice de l'environnement du groupe LVMH. Et Christian Béranger, directeur développement durable France du groupe Cemex. Qui est dans l'industrie cimentière, pour résumer un petit peu les choses. Merci beaucoup à vous tous d'être là. On vous laisse refaire le monde et discuter et débattre entre vous avec l'animation d'Emmanuel Delannoy, qui participera aussi aux échanges parce qu'il est directement impliqué et concerné. Merci beaucoup et donc à tout à l'heure. Merci Alain. Alors comme tu as déjà présenté les intervenants, c'est bien, je n'ai pas à le faire, donc ça c'est formidable. Non, mais voilà, on gagne du temps pour le reste de la table ronde et la discussion directe. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite par deux témoignages d'industriels et qu'on rentre dans la discussion progressivement. L'objectif, c'est bien, effectivement, puisque la nature est une source d'inspiration. Si on perd la source d'inspiration, si on perd la nature, on perd la source-inspiration. Et donc de regarder comment les acteurs économiques qui sont présents à cette table ronde se sont appropriés cette question-là et quels éléments de réponse ils commencent à apporter de leur part. Et puis après, on lancera un petit peu les autres intervenants sur le sujet, leur regard en tant que Fondation pour la recherche sur la biodiversité, en tant que muséum, le rôle que pourrait jouer l'AFB dans ce cadre-là aussi. Mais ce que je vous propose tout de suite, c'est de poser une question à Sylvie Bénard, donc directrice environnement du groupe LVMH. Pour vous, LVMH, quand on vous connaît un petit peu, on est dans les vins, on est dans les spiritueux, on est dans les produits de luxe, on est dans le cuir. La nature, c'est votre principal fournisseur. Et c'est sans doute aussi une source d'inspiration pour vous. Alors, est-ce que c'est le cas ? Merci Emmanuel. D'abord, bonsoir à tous et merci aussi BIOS de m'avoir invité. Oui, effectivement, quand on regarde les produits que nous fabriquons à l'intérieur du groupe LVMH, je vais dire 90% viennent de la nature, que ce soit la soie, le coton, le cuir, tu l'as dit, la vigne, les plantes pour les parfums et cosmétiques, on dépend totalement de la nature. Et donc, ce qui veut dire que le sujet de la biodiversité est totalement intégré depuis le départ. La direction environnement a été créée en 1992. Et dès le départ, ce sujet de la biodiversité était... alors on parlait de la nature à l'époque. Enfin, les mots ont beaucoup évolué, hein, mais le sujet était fondamentalement là. Et cela n'a fait qu'évoluer avec le temps. Et des exemples, par exemple, pour la stratégie nationale de la biodiversité, notre objectif était justement, répondre un petit peu à la question de cette table ronde, c'est que dans l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'avoir une chaîne d'approvisionnement qui, dans la mesure du possible, retourne et un plus biodiversité. Et au-delà de ça, comme il a été dit, effectivement, c'est aussi une source d'inspiration de plusieurs formes. C'est une source d'inspiration
Pour nos designers, quand, je ne sais pas si vous connaissez la marque Kenzo, mais le rapport à la fleur, le rapport aux animaux est totalement évident et intégré à l'intérieur de cette marque. C'est une source d'inspiration emblématique. Certaines de nos maisons, je pense à Guerlain qui est totalement lié à l'abeille. Là aussi, le lien complet de la marque avec la nature existe. Au-delà de ça, c'est aussi une source d'inspiration pour les chercheurs. On travaille par exemple sur la question des orchidées, puisque on fait tout un travail de fond sur la question des orchidées, depuis des zones de recherche, de zones naturelles de vie d'orchidées en Chine, où il y a un travail local avec des ethnobotanistes, un travail ensuite de recherche agronomique sur la culture de l'orchidée, un travail de recherche plus scientifique sur c'est quoi les parties de l'orchidée qui ont un vrai intérêt cosmétique dans nos produits. On travaille aussi, par exemple, sur la question des abeilles, avec un travail qu'on fait sur l'abeille noire d'Ouessant. L'abeille noire d'Ouessant est une abeille extrêmement particulière, qui a des qualités tout à fait particulières. Je crois savoir que c'est la seule abeille qui est capable de boire de l'eau de mer. Et là aussi, on travaille avec les apiculteurs localement pour essayer de protéger cette abeille qui est endémique de tout apport d'abeilles extérieures qui pourrait poser problème. C'est aussi une source d'inspiration pour les ingénieurs. Il se trouve qu'on a une activité qui est un peu moins connue que les autres, mais qui est de faire des bateaux et des yachts. Et là, il y a tout un travail sur la forme du yacht, l'utilisation de la nageoire de baleine dans les peintures extérieures, la manière dont elles réagissent dans l'eau. Tout ça est aussi inspiré de la nature. Donc voilà d'une manière générale en quoi, oui, c'est clair que c'est notre, le fournisseur de nos matières premières, et deux, en quoi c'est aussi un extrême sujet d'inspiration, au sens très large, qui va presque de l'art jusqu'à des choses beaucoup plus mécaniques avec les ingénieurs. Donc, on peut dire que LVMH ne serait pas ce qu'il est sans les hommes qui y travaillent, sans les talents, sans les compétences, les femmes, absolument. On peut dire aussi que sans ces ressources, sans ces sources d'inspiration, oui, ce ne serait pas la même chose. Oui, on est totalement dépendant de la biodiversité. C'est pour ça qu'il y a maintenant 4-5 ans, on a fait faire un travail sur la dépendance à la biodiversité et qui a montré, d'un point de vue pratico-pratique, que quand on prend quasiment chacun de nos produits, au bout du bout, il y a un champ. Il y a un champ de quelque chose. Et ça, c'est aussi, on essaye de former non seulement les gens qui travaillent au quotidien sur ces matières premières, mais beaucoup plus que ça, beaucoup plus loin, les gens du marketing qui comprennent, qu'ils aient aussi cette vision-là, quand ils élaborent des produits, qui comprennent pourquoi la nature elle est compliquée, que la nature elle est compliquée, que la nature elle ne va pas produire un produit qui va strictement être le même tout le temps. Enfin, les gens, les maîtres de chez, ils le savent parfaitement. Le maître de chez, il travaille avec la nature, il travaille avec le climat, il travaille avec l'eau, il travaille avec une plante. Donc, et il sait que d'une année à l'autre, ça va être complètement différent. Quand on fait une robe avec du coton, c'est beaucoup plus compliqué parce que la chaîne d'approvisionnement est beaucoup plus longue, mais en même temps, il faut que quelqu'un qui va créer une robe, il comprenne ce rapport qu'il a à la nature. C'est extrêmement important. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'on fait, c'est toute cette formation pour l'ensemble des collaborateurs sur le sujet de la biodiversité. Et est-ce que vous pensez que, alors j'élargis un tout petit peu le sujet, mais ce modèle qui est de travailler finalement avec du vivant, avec du variable, avec une dose d'incertitude, et donc qui fait appel à beaucoup de créativité finalement, est-ce que vous pensez que ça pourrait irriguer l'économie d'une manière plus large qu'aujourd'hui? Alors, moi je suis ingénieur agronome à la base, donc les sciences du vivant, et moi ce que je trouve fascinant dans les sciences du vivant, c'est le point qui sort de la ligne droite. Parce que l'évolution, la chose qui va faire que le monde va être différent, ça va être le point qui sort de la ligne. Et ça, c'est complètement le vivant. C'est sortir de l'épure et être sans arrêt à la recherche de ces points qui sortent de l'épure, parce que justement, c'est eux qui vont nous faire avancer de manière différente et sortir de la ligne.
Donc on est peut-être déjà dans un premier élément de réponse sur la question qu'on se pose sur cette table ronde, c'est que d'aider la nature à nous aider, c'est aussi d'accepter le vivant tel qu'il est, dans sa spontanéité, dans sa variabilité. Bien sûr. On verra la réaction. Oh, bah, Guillaume Lecointre veut réagir tout de suite. Un peu de réactivité justement, mais Absolument. précisément, le vivant se caractérise par le fait que le suboptimal d'aujourd'hui, le bord de la courbe de Gauss dont on a envie de se débarrasser parce que finalement ce n'est pas la réponse majeure, bah c'est peut-être l'assurance vie pour demain. Et le vivant nous apprend à nous penser différemment et à penser l'innovation différemment, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est bon pour l'individu n'est pas nécessairement bon pour le lignage, et ce qui est bon pour le lignage n'est pas toujours bon pour l'individu. Et donc il y a ce décentrage, la pérennité, elle se pense à l'échelle de la population, l'individu, bah, il est variable, enfin les individus sont variables, et parmi les variables moins optimaux, eh bien, il y aura des optimaux de demain, tout à fait. C'est vraiment le point qui sort. Merci, on reviendra sur ces points-là, parce qu'on ouvre une piste là. Christian Béranger, un autre témoignage, donc alors peut-être qu'on va aussi présenter un tout petit peu plus l'entreprise Cemex, même si ça a été dit, donc vous êtes dans le béton, les granulats, l'exploitation de carrière, la distribution de ces produits. Et puis effectivement, quand on exploite une carrière, il y a une période, il y a un moment où on la restitue à la collectivité et au milieu, quelque part, à sa fonction naturelle dans certains cas. Donc on va la restaurer. Et donc on fait ce qu'on appelle de l'ingénierie écologique, ce que d'autres appellent du génie écologique. Et finalement, la nature est une source d'inspiration pour vous, pour ces travaux-là. Oui, merci, vous avez dit les trois quarts. Donc le principe de l'exploitation des granulats et la transformation dans le béton, c'est de prélever une ressource naturelle non renouvelable. Donc déjà, ça dégrade un petit peu la note de l'image, de la notoriété de l'acteur industriel, parce qu'il prélève, et a priori de façon gratuite, mais ce n'est pas le cas, rassurez-vous. Et puis ensuite, il transforme selon les process qui sont avec une empreinte environnementale et en particulier une empreinte écologique. Donc en fait, je dois quand même vous dire que Cemex est une entreprise internationale, implantée dans 56 pays. C'est un cimentier, mais pas en France. Et par ailleurs, son activité en France développe d'exploitation de granulats de toutes sortes, à terre et en mer. Et on produit du béton de différentes natures pour l'aménagement du territoire. Ceci dit, nous sommes à peine sortis d'une crise de 10 ans. Et dans ce contexte, dont je reparlerai après, la capacité à exploiter, mais aussi innover, est particulière. Il y a de l'innovation en période de crise, et c'est peut-être dans ces périodes-là que l'innovation avance le plus, dans notre secteur en tous les cas. Donc nous exploitons des carrières, et depuis 40 ans, nous avons, la profession a l'obligation de faire des remises en état. On prend de l'agricole, on doit réaménager en agricole, ou bien on prend l'agricole et on fait de l'écologique. Et à titre d'exemple, donc, notre entreprise fait 25% de ces réaménagements de sites, qui doivent être faits au fur et à mesure de l'avancée de l'extraction, en écologie. Et donc, depuis 40 ans, il a fallu créer un génie du réaménagement écologique. Alors au début, en mettant des nichoirs, des aspects assez simples, et puis progressivement en abordant des recréations d'habitats, puis progressivement avec le souci d'avoir de la recréation d'habitats fonctionnels, puis la compréhension de l'écosystème pour que ce soit fonctionnel et durable, et puis encore dernièrement, l'approche assez logique de la compréhension, l'identification et la recréation de services rendus par les écosystèmes que nous restaurons. Donc finalement, d'une obligation est né un génie, mais il n'est pas propre forcément à notre activité. Il y a beaucoup d'aménageurs qui ont aussi cette obligation. Je pense aux enfouissements techniques, par exemple, aux aménagements linéaires. Mais en tous les cas, depuis 40 ans, il y a un réaménagement et des prescriptions particulières que nous nous sommes attachés, et ça c'est le point effectivement essentiel, nous nous sommes attachés à regarder comment la nature se recrée pour être capable de faire des recréations ou de la restauration, mais surtout de la recréation d'habitats. En plaine de Beauce ou en plaine de Champigny, faire un habitat écologique, effectivement, d'une certaine façon, est un challenge. Et il faut avoir des prescriptions, des recommandations, des sites pilotes ailleurs qui permettent de faire des transferts de savoir. Donc, fort de ça, il y a eu même, nous avons travaillé au niveau de l'entreprise, mais avec notre fédération professionnelle et le muséum, sur de nombreuses études, et en particulier une thèse qui a été faite avec AgroParisTech et le muséum sur l'évaluation de la traçabilité de certaines espèces indicatrices pour voir comment elles résistaient ou comment elles investissaient les milieux qu'on recréait.
Et donc finalement, en regardant la traçabilité et la réaction de certaines populations, c'est crapaud commun et crapaud calamite, il y en a un qui aime et l'autre qui n'aime pas les carrières, on a vu comment corriger les réaménagements en fonction de la diversité de leur population. Et ça, c'était intéressant parce que ça permettait de faire un réaménagement d'un site, d'un ensemble d'entreprises, mais également à l'échelle d'un secteur, d'un contexte biogéographique comme un noyau dans une trame verte et bleue. Ensuite, l'entreprise s'est dit que finalement, il ne fallait pas en rester là. Et quand je dis elle s'est dit, ce n'est pas venu du jour au lendemain. C'est venu déjà par obligation, mais ensuite par opportunité et par relation et partenariat avec des clients, des concurrents, d'autres fédérations professionnelles. Et là, la biodiversité a créé des synergies. Ce n'est pas un truc humain et économique aussi simple que ça, dans un domaine d'activité très concurrentiel, parce que le granulat, vous l'imaginez, n'a pas la valeur ajoutée d'un sac Vuitton. Ou Hermès, pardon. Vuitton, c'était bon. De toute façon, ni l'un ni l'autre. Bon. Donc, pour le coup, il a fallu mieux comprendre et mieux s'adapter, et pour le coup, innover au niveau du produit. Alors, on a travaillé sur des produits plus intéressants, plus innovants. J'en citerai 3. Des bétons poreux pour que, dans la construction, dans certains aspects des bâtis, il puisse y avoir l'hébergement de micro-organismes qui soient complémentaires d'autres formules végétales, évidemment. On a également fait des bétons drainants qui reproduisent des structures de sol, selon 3 catégories, de façon à permettre des infiltrations et éviter des ruissellements. Et puis on a un 3e produit qui peut vous paraître très ordinaire, compte tenu du niveau très sophistiqué et vraiment très encourageant de ce qui a été présenté durant cette journée, mais c'est les gabions. Les gabions, c'est des boîtes métalliques en treillis métalliques dans lesquelles on met du galet ou de la pierre. Et puis, à l'époque, ça servait à retenir les dunes, plus ou moins bien, et puis surtout les talus dans les terrassements. Et en fait, on s'est aperçu que ces gabions, compte tenu de la granulométrie, de ce qu'on y mettait en complément de la pierre, étaient finalement des micro-habitats et qui pouvaient venir au mètre linéaire, transporté à la pelle mécanique avec une extrême grande facilité, venir compléter les dispositifs d'un habitat qui nécessitait d'avoir un complément. Voilà, donc en fait, nous sommes passés d'une obligation, parce que nous sommes installations classées pour la protection de l'environnement, de leur mise en état, avec des prescriptions très, très suivies par l'administration. Si notre mise en état en écologie n'est pas bien réalisée, le préfet appelle le banquier et dit finalement il n'a pas bien fait, il y a une garantie financière, c'est la banque qui cautionne, et ben je vais prélever parce que l'entreprise n'a pas bien fait sa mise en état. Et donc pour nous, il y a un enjeu administratif, de police et également financier. Et puis petit clin d'œil, enfin plus ou moins bon, la loi sur la biodiversité donne des prescriptions nouvelles sur la compensation. Il va falloir mettre du génie écologique également dans la compensation de nos activités. Et là aussi, il y aura des garanties financières qui vont être appelées sur ce nouveau sujet de la compensation. Voilà, donc pour nous, finalement, faire bien, mais un peu avec l'épée dans le dos, et finalement, c'est plutôt sain, parce que ça fait avancer les choses, c'est une façon comme une autre. Et puis avec un dernier point que je me permets de souligner, c'est que l'entreprise s'aperçoit que vendre, prélever dans un contexte concurrentiel fort et puis quand même avec des enjeux de recyclage, des principes d'économie circulaire de plus en plus affichés dans les plans et programmes de l'État. Donc il fallait inscrire une politique dite de développement durable. Donc on l'a fait depuis une dizaine d'années, nous sommes ISO 26000 et évalués régulièrement. Mais pour le coup, la question c'est l'entreprise, compte tenu de ses obligations de fonctionnalité, de bien faire, de répondre à ses obligations pour pouvoir continuer, parce qu'on repasse le permis de conduire régulièrement, elle doit être vertueuse. Et donc on s'est mis dans un système ISO 26000. Avec la question critique, je termine là-dessus, être vertueux c'est bien, on l'a dit tout à l'heure, mais il faut également être efficace. Et il y a un risque de rupture peut-être lié au principe même du développement durable. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas mieux innover dans notre système de management de développement durable en regardant le fonctionnement de la nature dans son écosystème, celui-même que l'on reproduit, pour voir la façon dont les flux se font, la façon dont la transversalité entre les gens, les secteurs d'activité dans notre propre maison se fait. Donc je me demande s'il ne faut pas de nouveau, encore, s'inspirer de la nature pour voir comment améliorer notre fonctionnement vertueux. Oui, heureusement, parce que quand on arrive à cette conclusion-là,
à vous entendre au début, on avait l'impression qu'il y avait une sorte de compromis, d'arbitrage entre la vertu et l'efficacité. Et votre conclusion nous renvoie vers le fait qu'on peut finalement s'inspirer de la nature pour être les deux finalement. Alors on est peut-être plus dans un optimum que dans une efficacité absolue, c'est ça? Mais, et je voudrais juste une clarification pour les gabions, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris. Le gabion, c'est un produit que vous fabriquez, que vous vendez à vos clients. On n'est pas dans le génie écologique. Alors, c'est un produit que l'on vend aux paysagistes, aux aménageurs, aux entreprises de terrassement, mais pour lequel on s'aperçoit que par quelques aménagements complémentaires, il peut devenir un outil du génie écologique. Et donc, il peut avoir une autre destination et être utilisé par des gestionnaires de milieux, des conservatoires, des parcs, et puis nous-mêmes dans nos obligations. Donc on est dans un exemple là de gagnant-gagnant. Il y a une vraie synergie entre un produit que vous vendez et un bénéfice environnemental éventuellement qu'on peut retirer pour la biodiversité. D'accord. Alors Jean-François Sylvain, maintenant, donc vous êtes président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Alors j'ai envie de vous dire en petit clin d'œil, hein, c'est pas un roman policier, à qui profite le biomimétisme? Merci. D'abord, bonsoir à toutes et à tous, et merci à Kalina Raskin et au CBIOS pour l'invitation donc à cette table ronde, dont le titre me plaît beaucoup, bien évidemment, parce que c'est une vraie question. Alors, on a vu aujourd'hui, on nous a rappelé beaucoup d'exemples de biomimétisme, de bio-inspiration, des exemples historiques, classiques, et des exemples nouveaux, hein, pour moi aussi, des découvertes. Je prendrai une seconde pour rappeler un petit peu qu'au moment de, je dirais, du début de l'aviation, les pionniers se sont fortement inspirés tant de l'observation, je dirais, des oiseaux, mais aussi des insectes, des coléoptères, et aussi donc des chauves-souris. Hein. Il n'y a qu'à penser aux premiers éoles et avions de Clément Ader. Ça ressemblait vraiment à une chauve-souris. Malheureusement, on n'est pas sûr que ça ait volé réellement. Et plus récemment, par exemple, hein, les winglets, les extrémités d'ailes des avions modernes, sont issus d'un processus de bio-inspiration à partir des ailes des grands rapaces. Hein. Et cet après-midi, on nous a rappelé que les gros problèmes sonores du TGV japonais avaient pu être résolus en s'inspirant de la tête du martin-pêcheur. Et là, c'est intéressant de se rendre compte que l'ingénieur japonais qui était à l'origine de cette nouveauté, de cette résolution du problème, c'était un ornithologue amateur. Donc, il connaissait le monde des oiseaux et il a pu par là proposer cette solution. Alors on peut penser, en voyant tout cela et en voyant aussi le dynamisme de tout ce qui nous a été présenté aujourd'hui, et c'est vrai que les approches de biomimétisme sont un domaine extrêmement prometteur et qui touche beaucoup de secteurs. Simplement, il y a toutefois un problème. Il y a une constante, je dirais, en ce qui concerne l'ensemble des démarches de biomimétisme à travers l'histoire, c'est le fait que ces inspirations de la nature ne se sont pas traduites par un retour positif vers les organismes qui en ont été, qui en sont à l'origine. Alors, sauf erreur de ma part, mais peut-être je peux me tromper, les oiseaux, les chauves-souris par exemple, n'ont pas tiré avantage de l'invention du transport aérien, bien au contraire, hein, puisque les oiseaux sont toujours considérés comme une nuisance, à voir dans les aéroports, etc., hein, même un danger donc, pour les avions, et puis que les chauves-souris restent malheureusement perçus comme un des taxons les plus dangereux pour l'homme, surtout que depuis qu'on sait qu'ils abritent plein de virus qui peuvent passer sur l'homme. Donc, bon, là, on rejoint l'histoire, etc. Hein. Et ça me fait penser à un autre point aussi, puisqu'on a évoqué tout à l'heure l'exemple, ça a été cité, l'exemple des fameux robobees qu'une équipe suisse et américaine avait pensé inventer à un moment, donc des sortes de robots pollinisateurs. Et là, il faut faire attention justement à ce que les approches de biomimétisme soient quelque part vertueuses par rapport à la biodiversité. Parce que si elles doivent aboutir à tenter d'inventer des substituts
aux insectes pollinisateurs, au moment même où on sait qu'il y a un énorme problème de devenir des insectes pollinisateurs sur la planète, là, à ce moment-là, on irait, je pense, un peu dans le mur avec des approches qui ne seraient certainement pas pérennes. Donc les organismes qui constituent la biodiversité, bien évidemment, ils ne sont pas en mesure de déposer des brevets pour protéger donc, les nouveautés adaptatives qui les différencient. Donc ils ne peuvent pas retirer directement davantage de l'utilisation de ces nouveautés qui leur sont propres par les humains, sauf si ces humains décident de le faire. Et donc reconnaître ce que la biodiversité a apporté, apporte et continuera d'apporter à l'homme doit nous aider, nous amener à nous interroger, je pense, en retour sur la ou les façons dont le biomimétisme pourrait profiter à la biodiversité. On rejoint là le titre que tu as proposé pour cette séance. Alors l'objectif, c'est bien entendu pas de générer de nouvelles contraintes, de nouvelles réglementations, de nouvelles taxes. On sait faire en France, mais ce n'est pas le but là, notamment à l'encontre des innovateurs, mais d'aller en direction d'une forme de processus vertueux permettant de faciliter, je pense, les retours positifs sous les formes multiples vers la biodiversité. Alors ça peut prendre des formes de retour monétaire, ça peut prendre des formes qui ne soient pas des retours monétaires, mais qui soient donc des soutiens de la part d'acteurs socio-économiques vers des initiatives visant à protéger, à reconquérir la biodiversité. Donc on le voit, il y a des garde-fous à mettre en place, effectivement, certainement. Il y a une éthique du biomimétisme à avoir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, respecter un certain nombre de principes du vivant. Je pense que si Gauthier Chapelle était avec nous, il insisterait sur ce point-là, et de dire que finalement, les innovations issues du biomimétisme, de la biodiversité, doivent bénéficier aussi, en tout cas ne pas être nocives à la biodiversité, et résister quelque part à cette tentation de remplacer. Alors, comment on fait? Qui décide? Qui contrôle? C'est qui va être légitime pour ça? Alors, peut-être qu'on peut ouvrir la question et passer le micro à Audrey Corot, puis après tout le monde pourra répondre. Alors, Audrey, je rappelle donc qu'elle est chef de projet du département stratégie nationale européenne et internationale à l'Agence française pour la biodiversité, qui devrait bientôt voir le jour, issu d'un très très long processus de préfiguration multiple qui a duré plusieurs années. Mais ça y est, Barbara Pompili a encore confirmé ce matin, l'AFB verra bien le jour, et donc elle commence à travailler en fait déjà par préfiguration. Donc, quel rôle pourrait jouer l'Agence française pour la biodiversité dans justement ces questions de garde-fous, mais aussi d'information des entreprises, de sensibilisation sur toutes ces questions-là? Et avec qui? Bonsoir à tous. Et effectivement, merci de me donner la parole en tant que membre de la mission d'installation de l'Agence française pour la biodiversité qui, comme vient de le souligner Emmanuel, n'existe pas encore, mais existera, j'espère, très bientôt, d'ici quelques mois. En tant qu'établissement public qui va travailler pour la biodiversité, la question de cette table ronde nous intéresse plus particulièrement parce qu'effectivement, le biomimétisme ou la bioinspiration, c'est très bien, mais elle rentrera dans le champ d'action de l'AFB à condition qu'elle puisse contribuer à la préservation et à la restauration de la biodiversité qui sont au cœur de nos missions premières. Et donc, à mon sens, il y a un peu 3 niveaux avec lesquels elle peut faire ça. Le niveau, je dirais, 0, c'est celui qu'on a un peu autour de nous aujourd'hui, où on fait le constat que quand on parle de biomimétisme et de bioinspiration, on sensibilise un certain nombre de gens à ces questions de biodiversité, comme en témoignent les photos qui sont tout autour de la salle, qui sont toutes plus belles les unes que les autres, et qui du coup incitent à s'émerveiller devant la beauté, l'utilité. Le côté intéressant et aussi fascinant de cette biodiversité qu'il y a autour de nous. Et ça, quelque part, c'est une première contribution à la préservation de la biodiversité, une contribution modeste qui est celle de la sensibilisation, mais qui quelque part en est une aussi. Le deuxième niveau, c'est celui que soulignait Jean-François Sylvain tout à l'heure, celui un petit peu du retour, celui qui dit que pour pouvoir avoir de nouvelles idées et de nouvelles inspirations à l'avenir, alors il faut pouvoir préserver, il faut que cette biodiversité elle soit encore là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, celle qu'on n'a pas encore vue, pas encore découverte, et du coup il faut la préserver. C'est un petit peu la même logique que celle qu'on a quand on fait le mécanisme d'accès et de partage des avantages pour l'utilisation des ressources génétiques.
et où l'industrie du médicament, par exemple, s'intéresse à la préservation de ces ressources génétiques qui sont pour eux source de nouveaux processus. Alors on pourrait se dire comment les acteurs du biomimétisme et de la bio-inspiration pourraient eux aussi partager les avantages qu'ils retirent de cette biodiversité pour s'assurer d'une bonne préservation. À ce titre, je vous invite à regarder l'objectif numéro 13 de la stratégie nationale pour la biodiversité, qui dit qu'à l'échelle nationale, on se donne pour objectif de partager de façon équitable les avantages issus de l'utilisation de la biodiversité à toutes les échelles. Alors on pourrait croire en lisant rapidement cet objectif qu'il s'agit juste de transposer ce dont je viens juste de vous parler à propos des ressources génétiques, mais en fait on avait, quand on a écrit cet objectif, délibérément fait le choix d'ouvrir à toute la biodiversité et pas uniquement aux ressources génétiques pour inciter les acteurs économiques qui utilisent, qui s'inspirent et qui travaillent avec la biodiversité à une forme de solidarité écologique, c'est-à-dire à une forme de retour vers la biodiversité, comme le disait Jean-François. Et enfin, pour moi, il y a un troisième niveau, qui est un niveau encore plus actif dans la contribution du biomimétisme et de la bio-inspiration à la préservation de la biodiversité. C'est justement d'utiliser ces mécanismes de bio-inspiration pour résoudre la crise de la biodiversité elle-même, de s'appuyer sur la résilience des écosystèmes et du vivant pour travailler à la résilience de nos systèmes anthropisés. Est-ce qu'on pourrait gérer des espaces naturels de façon bio-inspirée ? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'on peut imaginer des nouveaux modèles agricoles qui s'inspirent de la bio-inspiration, alors de la manière dont les fourmis élèvent des pucerons ou d'autres types de modèles? Alors on l'a un petit peu vu cet après-midi avec les fermes d'avenir ou avec Topager dans l'autre salle. On a des choses qui se passent sur la permaculture, sur d'autres types de systèmes un petit peu innovants. Mais bon, on peut... Là aussi, je pense qu'imaginer une prise d'ampleur un peu plus grande de ces dispositifs au-delà juste du champ agricole. Et pour répondre un petit peu plus directement à la question d'Emmanuel sur la place de l'AFB dans tout ça, l'Agence française pour la biodiversité, dont je le disais, n'existe pas encore, donc elle est encore en cours de construction et en cours de travail pour savoir comment elle va pouvoir travailler avec tous les acteurs, et y compris les acteurs économiques, et y compris le CBIOS, comme le disait Kalina Raskin tout à l'heure, on n'est pas là pour remplacer, nous non plus, on ne sera pas là pour remplacer ce qui existe, on sera là pour travailler en partenariat avec l'existant, et notamment en partenariat avec le CBIOS. Et d'ailleurs, Kalina Raskin est déjà membre d'un groupe d'experts qu'on anime pour l'organisation du forum biodiversité et économie qui aura lieu à la fin de l'année, dont je pourrais vous parler plus tard si vous voulez avoir plus de détails. Mais on commence déjà à tisser des partenariats. Alors, l'AFB aura aussi une fonction de formation, comme tu le disais, former des acteurs économiques à la biodiversité, mais peut-être aussi former les acteurs de la biodiversité aux questions business, économiques qu'on a aussi abordées cet après-midi, et essayer de rapprocher les deux mondes pour pouvoir faire que ces innovations liées à la bio-inspiration et au biomimétisme puissent contribuer là aussi à résoudre des questions de biodiversité. Donc voilà, ça c'est deux exemples. Il y en a probablement d'autres de la manière dont on pourra travailler, mais peut-être qu'on pourra y revenir lors de questions ultérieures. On y reviendra effectivement. Jean-François voulait réagir, oui. Oui, je voulais juste peut-être compléter ce que tu disais. Bon, aujourd'hui, le biomimétisme, la bio-inspiration est souvent assez objet-centré. Hein, et c'est vrai qu'aujourd'hui, face au grand défi qui est posé par le changement climatique, mais aussi par le besoin aussi d'assurer la sécurité alimentaire des populations à l'avenir, une grande tendance est d'introduire la biodiversité dans les solutions qui sont à rechercher pour essayer à la fois atténuer le changement climatique et améliorer l'adaptation des populations humaines à celui-ci, et donc répondre aussi aux inquiétudes face à la sécurité alimentaire. C'est ce qui passe par le développement aujourd'hui de ce que l'on appelle les solutions fondées sur la nature, les nature-based solutions, les ecosystem-based adaptation, etc., qui sont en train de prendre une très grande ampleur et qui nécessitent aussi à côté, donc on s'éloigne un peu d'une certaine manière, où on élargit le champ de la bio-inspiration, mais ça sous-entend aussi un très gros effort de recherche pour vraiment bien étayer ces approches novatrices et absolument nécessaires.
Oui, et en conclusion, pour reformuler, on peut dire que plus on aura besoin de la biodiversité, plus on sera incité à la préserver. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. Donc je retiens, avant de donner la parole à Guillaume Lecointre pour un contrepoint ou un autre éclairage peut-être, plusieurs pistes, j'en vois au moins deux, j'ai envie de les regrouper en deux catégories finalement. Il y a une catégorie qui est finalement d'ordre éthique, qui est de dire il faut qu'on s'inspire du vivant, mais aussi des principes du vivant en termes de résilience, en termes de durabilité, en termes de pérennité et d'auto-entretien quelque part des systèmes vivants. Et donc là, Audrey parlait de solidarité écologique, il y a une notion d'éthique. La vraie question, c'est comment on s'autorégule et qui est légitime pour contrôler. Alors, est-ce que c'est tout le monde qui doit se saisir de ça? Et qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne suivraient pas cette voie-là, éventuellement? Et puis l'autre question, c'est qu'on commence d'ailleurs à parler, quand on parle de services rendus par les écosystèmes, de paiement pour services écologiques ou de paiement pour maintenance de services écologiques. Et finalement, on pourrait considérer que l'inspiration de certaines de nos innovations par la biodiversité et par les écosystèmes naturels, c'est un nouveau service que la nature nous rend finalement, et que donc on pourrait payer des royalties ou rémunérer d'une manière ou d'une autre soit la nature elle-même, mais plutôt aussi ceux qui contribuent à l'entretenir, à travers des brevets, un système volontaire qu'on pourrait peut-être essayer d'inventer. On essaiera peut-être dans la suite du débat d'en dresser les contours, de voir comment on pourrait concrètement faire. Mais voilà les quelques pistes que je vois ici, et bien sûr celle de la connaissance, celle de la sensibilisation, quelque part de la capacité d'émerveillement aussi qu'on peut retirer des milieux naturels. Mais avant de rentrer dans ce niveau de discussion, je pense qu'on pourra aussi échanger avec la salle juste après, je crois qu'il doit y avoir des micros qui circulent. Je voudrais poser donc une question à Guillaume Lecointre, donc, qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle, qui est conseiller d'ailleurs du président du Muséum d'histoire naturelle et directeur du département systématique et évolution. Et finalement, la question du regard d'un évolutionniste sur tout ce qu'on vient de dire là aujourd'hui. C'est un peu le rôle du Muséum national d'histoire naturelle que de mettre en avant la connaissance et les références sous forme de spécimens relatifs à la biodiversité. Comment la bioinspiration peut-elle ou doit-elle profiter de la biodiversité? Peut-être d'abord, en fait, effectivement, en termes de connaissances, j'aurais tendance à dire que la bioinspiration ne peut pas profiter de la biodiversité si elle ne la comprend pas, ou du moins si elle n'en regarde qu'une facette et qui ne regarde pas toutes les facettes des déterminants. Or, quand on regarde un certain nombre de livres, quand on entend un certain nombre d'acteurs en biomimétisme ou en bioinspiration, on tombe souvent devant des représentations de la nature où on isole un organe, on isole une structure, et puis on projette sur elle une excellence dans la performance. Isoler cette structure, ce n'est pas propice à la compréhension qu'on a aujourd'hui des organismes. Les structures qu'on trouve dans les organismes, ils sont intégrés dans l'ensemble de l'organisme. Nous, les biologistes, on a viré notre cutie dans les années 70, on s'est fait secouer le cocotier par un certain Stephen Jay Gould, qui à l'époque nous disait, si vous voulez comprendre pourquoi un organe est là, surtout ne l'isolez pas, parce que si vous l'isolez, vous allez dire des bêtises. Et il a fait une jolie démonstration avec ça. Alors, il y a tout de même, je pense, une meilleure prise en compte des déterminants de la présence des organes dans les organismes par le biomimétisme aujourd'hui. On sait bien qu'un organe est là parce qu'il a une performance, ce qu'on appelle sa cause adaptative, la raison performante par laquelle, au cours du temps, la sélection l'a maintenu malgré ses altérations et aussi en vertu de ses altérations. Donc c'est bien la cause performante qui est à l'origine de la présence de l'organe, mais ça, c'est un des pôles d'interprétation. Il y a deux autres pôles qui sont pris en compte aujourd'hui dans le biomimétisme. Il y a ce qu'on appelle la contrainte architecturale et les contraintes physico-chimiques. Un organe dans la nature n'est pas là seulement parce qu'il est performant, il résulte aussi de contraintes de construction qui sont liées à des propriétés physico-chimiques, à des niveaux d'intégration plus petits. Et puis il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier un petit peu quand même, il y a l'autre pôle, le troisième pôle, qui est la contrainte historique. Les êtres vivants sont chargés d'historicité. Et ils auraient très bien pu être autrement que ce qu'ils sont, et voire même, et là c'est marrant d'interroger la bioinspiration dans l'autre sens, voire même, auraient-ils pu être plus performants que ce qu'on les voit aujourd'hui? Et ça, on ferait peut-être bien de regarder un petit coup d'œil là-dessus. Je pense à un papier, là, j'en parlais il y a un instant, juste avant la séance, un papier qui vient de sortir la semaine dernière, le 24 juin, dans Science. Je donne juste l'exemple de cette structure vivante qui fait partie du vivant et qui finalement, il lui manque un truc.
Comment est-ce qu'on arrive à le savoir? Je vais le dire dans un instant, mais il y manque un truc, pas parce que c'est impossible, c'est juste que dans l'histoire, ça ne s'est pas produit. Alors je vous dis de quoi il s'agit, c'est un peu abstrait parce que c'est un peu de la biochimie. Dans ce papier, on vous parle des enzymes qu'on appelle des transcriptases reverses. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement une enzyme qui est capable de copier une séquence d'ARN en ADN. C'est très utilisé dans les laboratoires depuis fort longtemps. Moi, j'ai commencé ma thèse en manipulant de la transcriptase reverse à tour de bras. On peut copier de l'ARN en ADN, c'est sympa. Seulement, le truc, c'est que le truc de ces enzymes, c'est la particularité de ces enzymes qui ont une origine unique et qui sont très anciennes, hein, qui s'ancrent dans le vivant à 3 milliards d'années. Cette famille d'enzymes d'origine unique n'a pas de fonction correctrice. Quand elle copie une base et qu'elle fait une bêtise, elle fait une faute dans sa copie, bah, elle ne corrige pas la copie. Ce qui fait qu'on sait que les transcriptases reverses génèrent des fautes. Quand on copie de l'ARN en ADN, bah, il y a des fautes. Alors, bon, il y a une faute tous les 10 000 nucléotides, bien sûr, ce n'est pas un gros taux d'erreur, mais quand même, c'est un taux d'erreur bien supérieur à ce qu'on connaît chez les ADN polymérases qui, elles, copient de l'ADN en ADN, sont capables de faire de la correction. Alors, dans l'article, les gens se disent, mais alors, est-ce que la non-correction est une contrainte architecturale du fait d'être une transcriptase reverse, ou est-ce que c'est juste un truc qui n'a jamais été acquis, parce qu'il n'a jamais été question que ce soit acquis, ça ne s'est juste pas produit comme ça, quoi. Alors les gars, ils ont fait de la générie évolutive en labo, ils ont pris une ADN polymérase Pol B, ils ont fait de l'évolution dirigée, peu importe le mécanisme, ils ont réussi à faire par une ADN polymérase de la copie d'ARN vers l'ADN avec évidemment l'activité correctrice de l'ADN polymérase. La conclusion de l'article, c'est de dire, eh bien voilà, une polymérase peut très bien être à la fois copier de l'ARN et de l'ARN et faire de la correction. Ce n'est pas intrinsèquement impossible au système, physico-chimiquement, ce n'est pas inhérent aux transcriptases reverses, c'est juste que la contingence de l'histoire a été telle que ça ne s'est pas fait. Et donc ce que prouve ce papier, je le trouve assez joli, parce que ce que prouve ce papier, c'est que par une expérience d'évolution dirigée, on peut montrer que la nature aurait très bien pu être autre que ce qu'elle est, et voire même, à nos yeux, plus performante que ce qu'elle est. Donc ça nous donne un regard à l'envers sur la bio-inspiration. Et c'est un dialogue de connaissances, puisque c'est un besoin d'avoir une enzyme qui copie à la fois de l'ARN et de l'ADN, qui a généré la connaissance que je viens de citer, à savoir que finalement c'est une contingence de l'histoire, le fait que les ARN polymérases ne font pas le boulot, quoi. Voilà. Mais il y a aussi un autre aspect auquel j'aimerais sensibiliser les acteurs de la bio-inspiration, et toujours dans cet aspect contingence historique, les êtres vivants sont chargés de phénomènes. Qu'est-ce qu'on appelle la contingence, hein? La contingence est un événement dont l'événement contraire est possible. Une nécessité en biologie, c'est un événement dont l'événement contraire est impossible. La contingence, il aurait très bien pu en être autant. Et ces contingences s'expriment aussi à travers des raisons sélectives qui s'ignorent les unes les autres. Alors pour donner vraiment un exemple éclairant de raisons sélectives qui se suivent et qui s'ignorent, des raisons de performance qui se sont accumulées mais contradictoires entre elles. Mesdames, vous enfanterez dans la douleur, nous dit-on. Eh bien oui, vous enfantez dans la douleur parce que le bassin féminin est mal fichu. Il est mal fichu, c'est deux contraintes sélectives depuis à peu près 5 millions d'années qui se contrecarrent l'une l'autre. Alors la première, elle est née du fait de la bipédie. La bipédie permanente entraîne une limitation dans l'ouverture de la partie inférieure du bassin. Ce bassin est évasé en partie supérieure, il porte le poids du tronc, de la tête et des membres, mais il est limité dans son ouverture en partie inférieure. Chez les australopithèques, il y a 4 millions d'années, ce n'est pas un problème, parce que les australopithèques ont une petite tête. Et donc, quand vous avez une petite tête, ça passe tout seul. Bon, pas de souci chez les australopithèques, seulement voilà, ça se passait il y a 4 millions d'années. Mais il y a moins 1 million d'années, on a une augmentation exponentielle pour d'autres raisons que je n'aborderai pas pour ne pas être trop long, pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec véritablement la bipédie. Il y a une augmentation exponentielle du volume céphalique. Il y a un papier cette semaine dans PNAS qui explique que c'est le child care, c'est-à-dire c'est l'attention portée aux enfants, qui est un des facteurs de l'encéphalisation de la lignée humaine. Je ferme la parenthèse. Pour d'autres raisons, donc, on a une augmentation exponentielle de la taille de la tête, et jusqu'à arriver à un télescopage de deux pressions sélectives, la tête passe plus. Il y a un moment où ça passe plus. Alors vous regardez la taille de la tête du bébé à la naissance d'un chimpanzé, ça passe tout seul, par rapport à l'ouverture qui est offerte dans les voies génitales femelles. La taille du gorille, ça passe. Chez un orang-outan, ça passe. Chez nous, ça passe pas. Nous sommes l'espèce de mammifère qui paye le plus cher la parturition, c'est-à-dire l'accouchement.
On l'oublie parce qu'avec les développements de l'obstétrique, aujourd'hui en France, et pour ne parler que de la France, une femme meurt 100 fois moins statistiquement de son accouchement qu'on en mourrait au milieu du XVIIIe siècle. On l'a oublié, mais nous sommes l'espèce qui mourront le plus en accouchant. Alors ça vous éclaire, hein, est-ce que la nature est bien faite? Est-ce que finalement la projection d'une performance absolue sur la nature est une bonne manière de la regarder? À mon sens, non, c'est une manière incomplète. Oui, les organes sont performants, mais n'oubliez jamais que pour des raisons historiques, ils auraient pu être autres que ce qu'on les voit aujourd'hui. Alors pour terminer sur la question qui est la bio-inspiration peut-elle ou doit-elle profiter de la biodiversité, moi j'ai envie de dire, si la bio-inspiration travaille avec la théorie générale de la biodiversité, sans ne prendre de cette théorie que ce qui va créer de la performance chez nous ayant besoin d'une solution, mais qui regarde vraiment les causes de la performance en profondeur, y compris avec les contraintes historiques et architecturales, si vraiment c'est cette biodiversité-là qu'on regarde dans toute sa théorie, prendre à bras-le-corps la théorie de l'évolution. Donc prendre les organismes dans leur historicité et pas seulement dans le comment ça marche ici et maintenant, eh bien on la comprend mieux et du coup le retour qu'on attend dans la question qui est posée là, ce retour, il pourra être efficace. Mais il ne le sera pas évidemment si on ne comprend pas les déterminants de l'évolution, ça c'est clair. D'accord. Un petit point, alors un petit clin d'œil, effectivement, là, ce triangle que vous avez évoqué entre performance, contrainte et contingence historique, mais est-ce que ce n'est pas non plus la réalité dans laquelle vous évoluez, vous, les représentants des entreprises? Après tout, vous êtes poussés par vos actionnaires à une recherche de performance, vous évoluez dans un milieu de contraintes que vous ne maîtrisez pas toutes, que vous subissez, et puis vous avez des contingences historiques, des outils industriels qui s'avèrent peut-être mal adaptés, mais qu'il faut quand même amortir. Oui, et tout ça permet l'imagination et justement de sortir par le haut en trouvant des solutions innovantes. Oui, on vit tout ça, mais moi je ne cesse de dire que l'imagination est de la contrainte. Et donc face à cette contrainte, notre idée va être justement de trouver une solution, si possible, effectivement, inspirée de la nature, qui, elle, enfin, on ne peut pas dire que la nature mais enfin, toujours est-il qu'il y a toute une série de contraintes qui ont été vécues et avec des solutions qui ont été trouvées par la nature. Et donc, allez nous trouver ces solutions? Oui, bien sûr, bien sûr. Audrey, Corot, vous vouliez réagir? Je voulais juste réagir en 2 mots à ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les exemples qu'on a vus, on a vu beaucoup d'exemples de choses physiques, bio-inspirées, des matériaux, des choses. Mais ce que tu nous dis là, entre le parallèle du fonctionnement de l'évolution et du fonctionnement d'une organisation, ça nous incite aussi à imaginer de la bio-inspiration ou du biomimétisme pour des modes d'organisation, des modes de fonctionnement, des autre chose en tout cas qu'un simple objet, même si on a aussi besoin d'objets et de matériaux. Donc je pense qu'on a aussi des perspectives à explorer sur ce côté un peu plus processus et manière de s'organiser, et conceptuel presque de la bio-inspiration. Là, je rebondis parce que je suis tout à fait d'accord avec ça. La première des inspirations qu'on pourrait tirer de la biodiversité sur nos organisations, c'est... alors excusez-moi, ça va peut-être pas être très... comment dire, économiquement soutenable, mais en tout cas sur le long terme ça peut être soutenable, c'est dans une organisation prévoir, laisser un peu de mou pour de la variabilité. Laisser un peu de mou, ne pas limiter pour des raisons économiques, ne pas contraindre trop fortement les paramètres d'efficacité sur je ne veux voir qu'une tête et ça doit faire ci et pas ça. Si je le fais avec une métaphore, laisser un peu de variabilité à pas mal de niveaux du système, qui lui donne cette variabilité, qui lui donne de la résilience, mais aussi l'assurance vie pour demain. C'est-à-dire laissons un peu d'inutile, excusez-moi du terme, mais laissons d'un peu inutile, acceptons de perdre un petit peu aujourd'hui, de manière à pouvoir peut-être mieux récupérer demain ou pouvoir rebondir demain. Un système trop boulonné, trop vissé, ça je vous apprends rien, manque de souplesse et risque de casser. Complètement rebondir là-dessus, parce que je suis complètement d'accord. Je suis dans une entreprise qui n'est pas très process, etc. Et justement, dans la dernière Business Harvard Review, il y a un article qui dit exactement ça. C'est arrêter avec les normes, les ISO, les machins. C'est pas ça qui va. C'est pas comme ça qu'on est imaginatif. C'est pas comme ça qu'on. C'est trop de la contrainte.
il faut faire autrement, il faut libérer, il faut casser tous ces systèmes trop linéaires, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est le point qui est en dehors de cette ligne droite qui va faire l'évolution et qui va nous permettre de trouver une nouvelle solution. Tu avais quelque chose? Oui, moi je ne suis pas totalement d'accord parce que je pense que nous devons passer par des stades de contrainte et de normalisation, au moins pour certains secteurs d'activité, de façon à avoir un langage commun et par un cadre reconnu et partagé, pouvoir passer aux étapes suivantes. Sinon, c'est la foire d'empoigne. Et je parlais tout à l'heure du cadre réglementaire d'exploitation de carrière et puis le fait d'avoir des guides, des guidelines pour passer les caps vis-à-vis des banques et des préfets. Si nous n'avions pas un langage structuré pour identifier et à intégrer dans nos entreprises, nous n'avancerions pas. Je prends un exemple. Certaines activités sont soumises à la TGAP, taxe générale sur les activités polluantes, ou bien d'autres redevances. Et la loi sur la bio on imagine actuellement sur les activités maritimes, toutes sortes d'activités maritimes. Faut-il avoir des cadres réglementaires, des cadres fiscaux, des cadres de redevances pour évoluer? Malheureusement, et je nierais vous l'avoir dit, il en faut. Pour certains secteurs, il en faut. Par contre, il faut qu'il y ait des étapes très claires, et c'est malheureusement pas les phases de quinquennat qui nous y invitent aujourd'hui, ou de changements ministériels divers et variés pendant ces phases. Il nous faut également des périodes de stabilisation pour faire des bilans par secteur d'activité. L'agence va nous y aider beaucoup, j'espère, et accepter, je termine là-dessus, la notion d'expérimentation, et en particulier sur la biodiversité, ce qui n'est encore que très peu le cas, hormis quelques champs qui ont été investigués. Donc on a aujourd'hui des domaines très cadrés, il n'en faut pas trop, et il y a un moment où il faut savoir alléger pour pouvoir continuer et faire du business, je suis désolé. Et puis il y a le champ expérimental qui n'est malheureusement pas intégré dans le domaine, systématiquement dans le domaine des activités économiques. Il me semble que vos propos ne sont pas contradictoires, et quand on prend la métaphore avec la musique, les partitions s'écrivent de la même manière, avec le même langage, et pourtant sur une même partition, on peut écrire une symphonie de Mozart ou un riff de jazz de toute manière. Moi je suis tout à fait d'accord avec cette idée qu'il faille des normes, et il en faut évidemment. Quand je faisais allusion à laisser un peu de latitude, je faisais allusion principalement au culte de la performance de l'acteur. Des organisations sociales, qu'elles soient publiques ou privées, il y a un culte du chiffre par lequel on mesure l'activité, et donc l'acteur se retrouve rivé au respect d'une contrainte numérique en quelque sorte, souvent budgétaire d'ailleurs. Enfin bon, lâchons un petit peu de performance immédiate pour gagner de la performance sur le plus long terme. Je parlais de performance, pas de normes en réalité. Mais on a quelques éléments provisoires de conclusion, mais j'ai envie d'ouvrir un petit peu la discussion avec vous. S'il y a des questions, des interpellations, à l'un ou l'autre des intervenants ou à l'ensemble d'entre eux. Est-ce que vous avez envie d'approfondir cette question parce que vous pensez qu'on n'est pas allé assez loin? Alors la première question étant toujours la plus difficile, est-ce que quelqu'un va se lancer à l'eau? Alors sinon... Non, personne? Ah, il y a une main qui se lève là-bas. Alors je ne sais pas s'il y a un micro qui circule dans la salle. Apparemment non. Bon, alors il va falloir que quelqu'un se dévoue ou crier très fort. Non, on n'entendra pas, je vais venir. Il y a un micro qui arrive. C'est bon, c'est bon. Il y a un micro qui arrive, parfait. Merci. Allô? Oui. Bonjour, Brio Safré. Moi, j'avais juste une question qui se tournera peut-être plus pour les deux représentants d'entreprise. Comment aussi, plus à travers vos business models, vous faites en sorte de favoriser la biodiversité? On a, par exemple, je vais vous citer deux exemples. Il y a 5 ans, on a soutenu un travail, une thèse sur notre dépendance à la biodiversité, comme je le disais tout à l'heure, et on s'est rendu donc qui a montré effectivement que pour la plupart de nos produits, à un moment ou à un autre, on arrivait au champ. Et donc là, le travail, c'est d'aller travailler
sur le champ, avec les producteurs. Je pense un travail qui a été fait par une marque italienne qui est dans le groupe qui s'appelle l'Europiana avec la Vigogne, qui a permis au Pérou de la réimplantation d'une espèce qui était en voie de disparition. On fait actuellement un travail équivalent sur une réserve naturelle en Chine, sur les orchidées. On travaille sur un certain nombre de plantes de la même manière en matière de parfums et cosmétiques, et bien entendu sur la viticulture, tout travail vers la viticulture raisonnée, l'arrêt de l'utilisation des pesticides, voilà quelques exemples. Et complètement à un autre endroit de l'entreprise, là toujours un travail de thèse, de thèse de suite qu'on a soutenu, qui rejoint ce que disait tout à l'heure Emmanuel sur les écosystèmes, c'est la comptabilité, intégrer l'environnement dans la comptabilité des entreprises. Vous savez qu'il y a plein de travaux là-dessus. Nous, on est pour une vision dite de la soutenabilité forte, c'est-à-dire que vous avez deux visions du développement durable. La vision dite faible, enfin celle que vous voyez toujours, hein, c'est les fameux 3 cercles. Je ne sais pas si vous êtes spécialiste du sujet, mais enfin, les 3 cercles qui se recouvrent avec le centre, c'est ça qui est soutenable. Sauf que ça sous-entend que les capitales peuvent se mélanger. Et donc, d'une certaine manière, que le capital financier peut venir à l'aide du capital naturel. Et nous, on est dans une vision différente qui est non. Le capital naturel, il y a le capital naturel, il y a le capital social et il y a le capital financier. Et ils ne peuvent pas, dans la plupart des cas, interagir. Et donc, ce travail de thèse a été de se dire, finalement, appliquons les outils de la comptabilité de l'entreprise au capital naturel. Et je ne veux pas être trop longue, mais le principe est de se dire, finalement, on ne cherche pas à savoir combien vaut cet écosystème. Ça n'est pas ça qui est intéressant. C'est combien ça coûte de maintenir cet écosystème en fonctionnement. Là où ça devient compliqué, c'est quoi un écosystème en fonctionnement? Parce que ça veut dire que ce n'est pas moi, l'entreprise toute seule, qui va dire l'écosystème en fonctionnement, c'est comme ça. Il faut travailler avec les scientifiques, mais il faut travailler avec tous les gens qui vivent autour de cet écosystème, agriculteurs, habitants, autres entreprises, etc. Et finalement, de se dire, ce qui compte, de la même manière que dans une entreprise, on fait de l'amortissement d'un capital financier, là, on fait de l'amortissement d'un capital naturel. Et alors, justement, on est sur un modèle qui est encore un peu théorique, mais aujourd'hui, oui, malheureusement, oui. Réglementairement, on ne rémunère l'actionnaire que compte tenu de l'amortissement du capital investi. Effectivement, si on ne tient pas compte de l'investissement, c'est considéré comme... Pas que. Enfin, on n'est pas censé... Heureusement. Alors, on déduit l'amortissement, c'est une charge, donc on le déduit du résultat. Donc l'actionnaire étant rémunéré sur le résultat. Donc est-ce qu'on pourrait imaginer que finalement un système, allez, poussons le raisonnement à l'extrême, on a une variation du capital naturel à la baisse, donc finalement on n'a pas créé de richesse, donc on ne rémunère pas les actionnaires tant qu'on n'a pas remonté le niveau du capital naturel. Pourquoi pas? Ce serait un peu extrême comme approche. Mais... on est là pour rêver. Faire des propositions. Alors, ça y est, la première question étant posée, d'autres arrivent. Donc oui, allez-y, vous avez le micro. Oui. Je me demande s'il ne serait pas temps, du coup, finalement, de parler aussi de biodiversité de la connaissance. On a beaucoup parlé à travers les tables rondes précédentes et finalement à travers aussi les interventions de la mise au travail des connaissances accumulées par le muséum, des spécimens accumulés par le muséum, et puis plus généralement de la façon dont les structures de recherche existantes peuvent collaborer déjà dès l'amont, ne pas communiquer avec les entreprises à travers des publications, mais déjà voir dès l'idée comment l'entreprise peut s'approprier les innovations à venir. Et du coup, on a un angle qui est très pragmatique, mais qui est aussi très immédiat, très court-termiste. C'est parce qu'on a déjà beaucoup de compréhension de mécanismes biologiques, parce que les conservateurs du muséum et autres spécialistes de la biologie sont capables déjà spontanément de penser à un organisme, de penser à un mécanisme qui serait éventuellement encore à approfondir, qu'on est capable de faire du biomimétisme. Comment est-ce qu'on anticipe sur les besoins du biomimétisme, de la bioinspiration future? Comment est-ce qu'on garantit la pérennité d'une recherche fondamentale en biologie qui est à la base de la réflexion actuelle et des moyens actuels et dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui finalement de la préservation à l'heure où la recherche est de plus en plus mise au pas, alors depuis Sarkozy, mais ça continue malheureusement encore, et à l'heure où finalement la recherche fondamentale est assez décriée pour son manque de retour immédiat.
Ça devrait faire réagir. Oui, il y a peut-être un essai de réaction. Je pense que ça a été un petit peu abordé cet après-midi dans les approches en particulier de la compagnie Saint-Gobain par rapport à, justement, dans sa relation avec le Muséum national d'histoire naturelle. Ben, justement, je pense que c'est un volet essentiel. Aujourd'hui, les approches de biomimétisme s'appuient sur un certain niveau de connaissance. On a vu justement dans ce type d'exposé qu'il y avait deux approches, une approche à partir, je dirais, de la connaissance biologique et puis une approche, si j'ai bien tout compris, à partir du besoin de l'entreprise. Hein. Donc c'est une dualité qui semble assez évidente. Maintenant, justement, dans cette vision un peu de retour vers la biodiversité que j'évoquais tout à l'heure, bon, il y a l'état actuel des connaissances et il y a à savoir si aujourd'hui, dans une dynamique, disons, de développement du biomimétisme dans un sens assez large, intégrant aussi les solutions fondées sur la nature, comment aussi cela, et c'est une forme de retour vers la biodiversité au travers de la recherche, comment aussi en profiter pour, je dirais, refaire comprendre aux décideurs toute l'importance d'apporter des moyens à la recherche sur la biodiversité dans son ensemble, hein, du fondamental à des choses peut-être plus appliquées. Ça me semble une relative évidence, en gardant aussi en tête que la science, la recherche, c'est quand même beaucoup de l'aléatoire. Hein. Donc, ça rappelle des formules historiques anciennes. Hein. On ne trouve pas obligatoirement, pour reprendre De Gaulle, il faut d'abord investir dans la recherche et voir à quel moment, disons, et on peut avoir là l'espoir d'avoir des éléments qui vont venir répondre aux attentes de tel ou tel acteur économique. Après, bien évidemment, et c'est un peu ce que nous essayons de faire à la FRB avec la dualité que nous avons entre un conseil scientifique et un conseil d'orientation stratégique qui rassemble les acteurs de la société, c'est d'arriver à faire exprimer par ces acteurs de la société leurs besoins de connaissances, de les transformer en questionnements de recherche que la science va pouvoir intégrer dans une partie donc de sa programmation, si j'ose dire, hein, mais en sachant qu'il faut être clair, la recherche est une unicité hein, qui va, je dirais, de ce qu'on appelle classiquement le fondamental jusqu'à l'appliqué, et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Hein. Une bonne recherche appliquée ne peut pas vivre sans une recherche fondamentale dynamique, si tant est qu'on puisse à un moment donné faire la coupure entre les deux. Hein. Et donc là, on a besoin, c'est vrai, et je pense que le cas du biomimétisme, disons le développement du biomimétisme, peut aider justement à faire comprendre à un certain nombre de décideurs toute l'importance d'investir dans la recherche sur la biodiversité aujourd'hui. Christian Béranger voulait réagir. Oui, je me mets à la place des petites entreprises qui représentent quand même aujourd'hui le tissu essentiel en nombre, et ces entreprises étant évidemment plutôt à la campagne qu'à la ville, c'est-à-dire plutôt dans les régions et parfois dans des milieux éloignés des villes. En fait, en clair, une entreprise doit gérer un risque sur la biodiversité, ou bien doit s'inspirer parce qu'elle a entendu parler, doit être bio-inspirée parce qu'il y a peut-être à faire quelque chose par rapport à son produit. Sa question fondamentale, c'est où est le guichet ? Elle ne viendra pas à la Fondation de recherche pour la biodiversité si elle n'est pas dans un groupe, si elle n'est pas dans une tête de réseau, si la CCI locale ne lui en a pas parlé. Donc, ce qui est quand même la grande majorité des cas aujourd'hui. Donc, où aller ? Alors, je pense qu'on a une énorme chance aujourd'hui en France, c'est d'avoir la Fondation de recherche, sous réserve que la diffusion des informations soit faite dans tous les réseaux des acteurs économiques. Et heureusement, il y a un grand nombre de collèges et de groupes, mais après, il faut que ça diffuse vers le bas, et la balle est dans votre camp. Nous allons avoir une agence française, mais sur ce point, comme la vraie vie est quand même à la campagne, ça sera le rôle de l'agence française avec les agences régionales de la biodiversité, dont certaines commencent à se profiler. Mais en fait, il nous faut des guichets pour capitaliser les savoirs, et puis ensuite avoir des bottins et des retours d'informations. Et l'intégration dans l'enseignement, puisque au fur et à mesure du temps qu'arrivent dans les entreprises des gens qui, au cours de leurs études,
auront entendu parler de ces sujets-là sauront faire, et ça deviendra naturel, c'est le cas de le dire, de réfléchir en pensant au biomimétisme. Et on ne peut que souhaiter que le CIBIOS, qui n'est pas précisément à Paris et qui n'est pas très loin de la campagne, ait bientôt les moyens de son ambition pour faire ce travail-là aussi. Monsieur, à vous. Oui, moi j'étais très intéressé par la remarque de Guillaume Lecointre qui nous a illustré le fait que la place de la contingence dans l'évolution, et donc le fait que la nature en tant que telle n'est pas parfaite, qu'il y ait de l'imperfection dans la nature. Je pense que ça doit nous induire en fait quelques réflexions sur le plan à la fois philosophique ou éthique, contre deux tentations. La première tentation, c'est d'idéaliser la nature, de la considérer comme une sorte de déesse parfaite et d'avoir une vision d'écologie profonde un petit peu, qui est finalement l'héritage, le contrepoint du rapport de la modernité à la nature. Soit on l'instrumentalise, soit on l'idéalise. Et à contrario, ça doit aussi nous prémunir contre une tentation qui serait de vouloir faire mieux que la nature ou la corriger complètement. Je pense en particulier aux tentations soit transhumanistes, soit de la géo-ingénierie qui viserait à réparer le changement climatique par des solutions purement technologiques massives, qui comportent le risque évidemment de viser une perfection dont on sait très bien qu'elle peut aboutir, par manque d'adaptabilité, aboutir à des catastrophes. Donc je crois que la place de l'imperfection, y compris la manière dans notre rapport à l'évolution de la nature et à la technologie, doit être très importante. Et ça me fait dire que finalement, quels sont les critères au bout du compte qui doivent guider, les critères éthiques qui doivent guider tout cela? C'est pas tant l'optimisation de l'adaptation optimale ou maximale, c'est plutôt finalement peut-être un critère qui serait plus proche d'une théorie de la justice selon Rawls, c'est-à-dire d'optimiser, de maximiser le plus vulnérable, l'intérêt du plus vulnérable. Il faut réfléchir à ça, c'est-à-dire que finalement, les critères éthiques de l'utilisation du développement durable ou des utilisations de la bio-inspiration dans l'évolution peut amener à éventuellement améliorer le sort de celui qui est le moins bien adapté, peut-être, mais ça ne peut pas être celui de vouloir faire le surhumain ou le mieux pour le plus petit nombre, finalement. Je crois que derrière, il y a quand même des leçons philosophiques, éthiques. Qu'on peut traduire d'ailleurs directement en termes, j'ai envie de dire, pragmatiques, c'est que cette nature dont on parle là, qui n'est ni bonne ni mauvaise, ni morale, si on veut la préserver, il faut se mettre dedans nous-mêmes, et deux, une manière de conserver le vulnérable, comme vous le dites justement, c'est de conserver la diversité tout simplement. Et comprendre le corps, comprendre ce qu'on appelle le vivant, c'est d'abord comprendre à quelle échelle d'observation du monde réel la diversité profite au maintien du système global qu'on regarde. Et donc, vulnérable comme invulnérable, enfin bon, quelle que soit la manière dont on le parle, parfait versus imparfait, optimal versus suboptimal, peu importe, mais cette diversité doit comprendre une diversité de performances. Et il n'y a qu'à cette condition, la diversité, donc on maintient cette biodiversité. Donc oui, ça se rejoint effectivement. J'ai envie de citer Aldo Léopold qui disait « Le secret d'un bon bricolage, c'est de garder toutes les pièces ». Effectivement, si vous démontez un réveil, que vous voulez le remonter, il y a intérêt à ne pas perdre une vis par terre, sinon il ne marchera peut-être pas très bien. Là où on irait dans le mur, pour prendre l'exemple complémentaire, c'est justement la recherche forcenée d'un critère d'optimalité pris sur un organe, pris sur quelques modèles ou un modèle. Enfin bon, réduire cette diversité à un point que le système qu'on va obtenir, certes, crèvera les plafonds de la performance, mais pas pour longtemps. Emmanuel, peut-être en 2-3 minutes pour conclure, et puis ensuite, restez tous là, juste 10-15 minutes pour clôturer la journée, et puis pour continuer à philosopher autour d'un verre, c'est peut-être pas mal, Jérôme Perrin, d'accord ? Oui, alors avant peut-être une toute petite conclusion, ce qu'évoquait monsieur aussi, je pensais à la question de la biologie de synthèse, dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'on a parlé des robots abeilles qui pourraient remplacer les abeilles. On pourrait avoir l'envie de faire un vivant parfait, en tout cas parfait selon nos critères peut-être, qui serait cette biologie de synthèse, mais on tomberait dans les mêmes écueils. Je ne sais pas s'il y a besoin de commenter. J'ai pas réagi à la remarque de monsieur sur le transhumanisme, mais le transhumanisme apparaît à mes yeux, si je ne me trompe pas,
comme la recherche d'une performance pensée comme service individuel et pas pensée comme effet potentiel sur l'ensemble de la population. Et le transhumanisme est contraire, à mes yeux, à un principe du vivant bien compris. On est déjà 9 milliards à l'horizon 2050. Une fraction de la population va-t-elle vivre 300 ans? Quand je dis une fraction, rassurons-nous, c'est qu'une petite fraction. Hein. Ça serait un truc de riche. Hein. Bon, d'accord. Mais néanmoins, dans l'esprit, on est là sur l'augmentation du temps de vie, l'augmentation des performances sur quelques critères et on fait fi des principes qu'on vient d'énoncer. Donc oui. Alors je crois que conclure à ce stade, ce serait un peu trahir, puisqu'on est quand même plus dans l'ouverture que dans la conclusion, là, aujourd'hui. Peut-être pour mentionner quelques pistes, effectivement, il y a ces réflexions éthiques, il y a cette grille de lecture que nous apporte le biomimétisme qu'évoquait Tariq Chakchak, d'ailleurs. Grille de lecture, ça ne veut pas dire que c'est une norme dans laquelle on va décider, on va suivre des règles, et à la fin, la décision tombera automatiquement. Non, le libre arbitre et la décision nous reviendra toujours, mais on prendra une décision de manière éclairée. En tenant compte de tous ces éclairages qui ont été donnés ici. Et la deuxième piste, c'est peut-être effectivement de réfléchir, mais on l'a à peine évoqué, à un système volontaire de renvoi de royalties, de paiement de royalties à la nature. Alors ça peut être une fondation, un fonds de dotation, ça peut être quelque chose d'existant auquel on trouverait d'autres moyens, mais de se dire que finalement une entreprise qui tire des revenus d'une innovation que lui a inspiré le vivant pourrait abonder à ce fonds, un peu alors sur le modèle de Save Your Logo il y a quelques années, mais qui avait moyennement marché, donc ce n'est pas forcément le bon exemple à prendre, mais de se dire que finalement une entreprise de manière volontaire va pouvoir contribuer, faute de mieux, à ce fonds, et les sommes collectées par ce fonds pourraient être abondées à des projets de conservation, de connaissance ou de restauration des milieux. Merci beaucoup Emmanuel, merci beaucoup à tous les intervenants de cette table ronde, absolument passionnante. Merci beaucoup. Merci beaucoup.